On s'est préparé à partir, on sait qu'on va dans une tempête forte. En gros, on est entre 115 et 120 km/h pour les pointes maximales, avec un vent bien alimenté parce qu'on regarde, on a quand même des rafales. Je suis un peu stressé. Je suis dans la maison de mes parents, qui est celle de mes arrière-grands-parents, enfin un cadre qui m'est très familier à Saint-Malo. Saint-Malo-Fourmi, il y a plein de monde. Moi, j'essaye de rester dans ma bulle et j'essaye de m'isoler un peu là-dedans. Je rythme mes journées entre du sport, les briefs avec Kevin, de la méditation, et je passe un peu sur le village, mais j'essaye de m'en préserver quand même pas mal parce que bah là, ça parle beaucoup. À quelques heures du départ, ça parle beaucoup. Dès qu'il y a du gros temps, et c'est sûrement un problème de génération, il y a toute une partie des coureurs qui commence à s'agiter. On va tout casser, c'est aucun intérêt. Moi, de toute façon, j'y vais pas. Enfin, ça, on l'entend à chaque fois qu'il y a un départ de course dans du gros temps. C'est un des premiers trucs que nous a appris Hervé, notre coach en mini, c'est s'il y a des conditions particulières, vous traînez pas sur les pontons. Vous n'écoutez pas ce que disent les autres. Vous vous enfermez dans votre bulle, vous préparez à partir en fonction des conditions qu'on annonce. Et s'il y a un report, un truc, vous écoutez le jury et le comité et vous commentez pas et vous restez dans votre course, quoi. J'ai pas envie de laisser partir les premiers parce que j'ai envie de performer sur cette course. Donc quoi qu'il arrive, s'il y en a qui partent, j'y vais. En revanche, il y a un autre sujet qui est quand même la sécurité. Et ça, c'est le sujet qui m'a le plus questionné. C'est de dire, bah maintenant j'ai quand même 2 enfants, des responsabilités, une famille, etc. J'ai aucune envie d'aller me mettre en danger en plein milieu de la Manche, alors qu'il y aura aussi 138 autres bateaux qui potentiellement peuvent être en danger. Donc si je casse tout, que je suis dans l'eau, etc., techniquement c'est pas très grave, on peut venir me chercher. Mais si on est 25 à avoir tout cassé, bah, il peut commencer à y avoir des problèmes de sécurité. Donc moi, c'est ces questions-là qui m'ont pas mal fait douter. Ce que je voulais pas, c'est qu'il y en ait qui y aillent, mais pas tout le monde. On va au brief en se demandant s'ils vont repartir ou pas. Moi, je me posais quand même la question, même si vraiment dans ma tête on partait. Enfin, la route du Rhum n'avait jamais été reportée, donc pour moi, on y allait. Et là, Francis Le Goff perce le mystère dès le début. Il a même pas trop poussé le mystère, ce qui nous a presque dit directement qu'il reportait le départ. Le fait de reporter, on part dans des conditions plus maniables. Donc je trouve que l'aspect compétition était plus intéressant, puisque a priori moins de bateaux vont casser, donc le match va être vraiment ouvert et plus beau. Sportivement, je trouve que c'est mieux. Pour moi, c'est un sport qui a évolué vers plus de compétition, un peu moins d'aventure, donc c'est comme si on demandait à des sportifs de courir 100 mètres sur une piste glacée, quoi. Ça n'a pas trop d'intérêt. Je me suis, dès le lendemain, dès le dimanche, dit ok, faut rester en mode course, quoi, on va partir. Donc en fait, j'ai juste gardé la même routine. Et ça va même jusqu'au coucher, où j'aime bien prendre une saga. Ça, c'est un truc que j'ai mis en place cette année. Là, par exemple, c'était Harry Potter. Donc j'ai regardé tous les Harry Potter avant le départ, en millimétrant un peu le truc pour qu'il m'en reste jusque la veille, quoi. Donc ça permet de s'échapper, de s'évader, de regarder un truc qui fait pas réfléchir. Et ça me permet de m'endormir après sans penser à rien. T'as collé tout ça? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh non, pas quoi? Ils sont à l'école? Non. Ou à la crèche? Papa, c'est quoi? Et après, tu vas venir en Guadeloupe? Ouais. Tu vas venir me voir? Tu vas prendre l'avion? Oui. Je suis avec mes parents. Ma maman qui m'a fait des petits plats jusque la veille du départ. À côté de moi, il y a Vincent, qui est un très bon coach mental. Toujours très calme, très positif. On a un peu la même façon d'appréhender les départs. Donc il sait exactement l'état d'esprit dans lequel je me trouve. On est bien sur l'horaire. C'était départ pour 8h, non? Comment? C'était départ pour 8h, non? Ouais. Bon, c'est en fait, la vraie échéance, c'est 8h30 l'écluse, donc Ouais. 8h20, 8h30. Les conditions sont bien meilleures. En même temps, elles sont quand même assez fortes. Il y a 20-25 nœuds annoncés, tout ce que j'aime. Enfin, c'est vraiment des conditions qui me plaisaient bien pour un départ de route du Rhum. Là, au départ du Rhum, on est serein sur la quantité et la qualité du travail qu'on a fourni toute l'année. Je me suis mis moi-même, et avec un peu les sponsors, mais une belle pression pour faire un beau résultat.
Je sais qu'il y a moyen, j'ai un bon bateau, on s'est bien préparé, les conditions me plaisent, etc. Donc c'est sûr que je suis un peu tendu, mais ce qui me tend, c'est cette envie de bien faire, quoi. Donc départ du bassin Vauban à 8h. Ça fait quelques éditions quand même que j'ai pas raté le départ de la route du Rhum. Donc tout ça m'est assez, mine de rien, familier. Ça roule? C'est trop plaisir de vous voir. On arrive dans l'écluse, donc on est un peu comme les lions dans la fosse, hein, parce que tout le monde est au-dessus, la mer est un peu basse, donc on regarde tout le monde de haut, on scrute un peu s'il y a des gens qu'on connaît, t'entends ton prénom une fois ou deux, il y a des copains qui sont là. Merci mon man, ça fait trop plaisir. Allez, le stade René. Puis ensuite on part vers la ligne de départ. Aujourd'hui, c'est le départ de la route du Rhum. Ça fait bizarre de le dire. Là, j'ai un peu d'appréhension, c'est normal, comme toujours avant les départs. Je mets en place tout pour le départ, je télécharge mes fichiers, je range le bateau comme j'ai envie qu'il soit pour le départ. Je fais mon routage, j'étudie un peu tout ça, donc ça doit me prendre peut-être 1 heure. Pendant que Vincent dirige le bateau. Au bout d'un moment, on arrive vite à 1h du départ, et là donc Vincent et Lou Kevin descendent. Je me retrouve seul, et là ça y est, pour moi la préparation au départ commence. Donc je déroule ma voile d'avant, je fais quelques manœuvres, je me balade sur la ligne. La dernière course que j'ai faite avant, c'était en septembre à Saint-Malo. Et j'ai fait des départs catastrophiques. Donc j'avais quand même pas mal de pression autour de ça en me disant bon, je sais qu'une course au large se joue pas que là-dessus. Mais encore une fois, on va vite te dire que si la configuration est pas bonne et qu'une porte se referme, ça peut être assez dramatique. De mémoire, il doit y avoir entre 15 et 18 nœuds à peu près, donc pas mal de vent. Beaucoup de bateaux accompagnateurs. Donc en plus d'une mer déjà un peu formée, ça rajoute beaucoup de clapots et beaucoup d'agitation. Et après, minute après minute, on sent quand même que les gens sont assez chauds. En classe 40, ça tourne fort autour de la première bouée, là on est tous un peu en paquet. Moi je reste là un peu jusqu'au dernier moment, mais j'ai bien en tête que je vais aller prendre un départ un peu en dessous des autres. Il y a eu 2-3 bateaux qui sont venus un peu à ma rencontre quand je descendais vers la ligne. J'ai réussi à plutôt bien les gérer en les poussant, en jouant des priorités. Donc je lance le bateau, ça y est, pour moi je suis parti. 3, 2, 1, départ. Je suis au près, je suis concentré à faire marcher le bateau. Content de ma position parce que je suis vraiment seul et pour une fois, il n'y a aucun bateau qui me gêne. Donc tout va bien, quoi. Je suis super content du départ que j'ai pris. Là, je suis en mode méga course, je pense à rien d'autre qu'à faire avancer le bateau, quoi. C'est le départ de la route du Rhum. C'est un truc de ouf. J'ai pris un bon départ. J'ai une flotte là derrière moi. Wouhou. Allez, c'est parti. Première étape vraiment difficile franchie. J'enfile un ciré étanche à manchon. J'ai sorti mon sac de bouffe, il y a de la musique à bord, ça y est, je suis en mode course, quoi. On met quand même pas mal de temps à aller au premier virement de bord au large pour se diriger vers le Cap Fréhel. On passe Jennaker et là j'ai une super speed. Je suis hyper content du bord que je fais à la côte là, face au courant. Et puis là je suis en train de voir que je suis a priori dans les premiers classes 40. Comme j'étais proche de la côte, j'avais de la 4G. Et j'actualisais la carte toutes les 5 minutes, je regardais même sur Twitter et tout, ça s'il n'y avait pas des trucs qui disaient Mathieu a passé la ligne, la bouée de dégagement premier, quoi. Et puis au bout d'un moment, je comprends que c'est le cas. Donc là, j'avoue, méga joie, quoi. J'étais trop content. Un truc aussi bien, je savais que ça allait me mettre dans un mood terrible pour la suite. Il y a très peu de repos, beaucoup de manœuvres. Dès que le courant forcit, une fois qu'on a passé, qu'on est dans les côtes d'Armor, là, la nuit, on tricote dans les cailloux, on fait je sais pas combien de virements de bord au ras des cailloux. Donc là, il faut imaginer nuit noire, mer relativement calme, je sais pas, il doit y avoir 10-15 nœuds de vent. Sur le bateau, tout est sombre, on essaye de pas faire de lumière un peu forte parce que sinon on se fait mal aux yeux, après on a du mal à revoir. Donc j'ai mon iPad qui est dehors avec la carto, je fais des petits allers-retours entre l'iPad et les réglages.
On est vraiment très très zoomé, hein, n'importe quel marin qui est un peu sensé dirait que c'est débile, parce qu'on est au ras des cailloux. Donc je suis très zoomé sur l'iPad, etc. Ambrogio vire, il relance encore plus dans les cailloux. Donc je me dis, je vais avec lui, quoi. Je le laisse pas partir. Je me prépare à faire mon virement de bord, etc. en me disant, je vire avant la tourelle. Et là, je vois la tourelle passer à droite du bateau. Donc potentiellement, j'ai aucune idée de ce qu'il y a derrière. Ça se trouve, c'est un plateau. J'ai pas trop regardé, je m'étais dit, je vire avant, quoi. Donc là, méga frayeur, je saute sur la carto en mettant quelques degrés au pilote. Et en fin de compte, ça passe bien. Bon, je pense que je suis vraiment pas passé loin des cailloux, mais ça passe bien et je vire derrière la cardinale. Mais ça me fait quand même une bonne piqûre de rappel en me disant c'est la première nuit, t'es parti depuis 6-8 heures, et t'es déjà... ça aurait pu s'arrêter là, quoi. Sachant qu'une heure avant, il y a Antoine Magret qui s'est pris les cailloux. Martin Louchard qui s'est tapé les cailloux aussi. Les deux abandonnent là-dessus. Enfin, bon. On a quand même joué fort, mais ça montre un peu, je trouve, le niveau d'engagement. On sait qu'on va faire une transat, mais il n'y a pas un mètre qui se perd, même au début, quoi. Après, il y a une première option stratégique. On est tous un peu de front. Est-ce qu'on rentre dans le chenal du four ou est-ce qu'on trace tout droit par le front vert? On hésite un peu. Moi, je suis contact collé. On se voit à chaque virement avec Luc Berry sur la motte et Yann Lipinski. On est collé à l'île d'Ouessant, qui est une île super sauvage, qui commence à s'éclairer un peu des premières lueurs du jour au mois de novembre. Il y a beaucoup de vent et contre le courant. Donc la mer est dans tous les sens. Elle est blanche, mais blanche. Il y a tellement de courant et de vagues que c'est un saut de mouton incroyable. C'est pas très facile à gérer, mais parce qu'on sait jamais trop à quel angle naviguer pour avoir la bonne speed. C'est pas des mers qu'on a l'habitude de pratiquer. J'entends un gros bang et je me demande ce que j'ai tapé. En fait, je vois que dans le cockpit, par terre, il y a la porte du bateau. Donc elle s'est arrachée en fait dans le saut de mouton qu'on était en train de faire à Ouessant. Ça m'a plutôt amusé parce qu'on avait passé des heures avec Kevin à se demander si la porte tiendrait si jamais je me retournais dans une grosse tempête, quoi. Si le bateau passait à l'envers, est-ce que la porte tiendrait? Donc ça m'a pas mal amusé de voir qu'elle était tombée dans les premiers 25 nœuds de vent qu'on a trouvés sur notre route. Donc je prends la porte et je la range dans le bateau, un endroit où je sais que elle va pas me gêner pendant les 2 semaines de course. Après 24 heures du départ, ça y est, je suis au large. Donc je me suis éloigné des côtes, je vois presque plus de bateaux autour de moi. Ça y est, je suis en mode route du Rhum, quoi. Au jour 3, on attaque le premier front, je crois, à peu près. Front qui est pas annoncé si fort que ça. Et je me fais un peu surprendre. Et donc le passage d'un front sur nos bateaux de course, ça fait un bateau très penché parce qu'on est à une allure très gitée du bateau. Bateau assez rapide, donc entre 15 et, enfin pour moi entre 13 et 15 nœuds. Et dans une mer de face. Donc c'est le rodéo à bord. Globalement c'est un peu invivable. Moi j'aime bien ces conditions donc je me plais bien. J'arrive dans le front qui est plus fort que prévu, surtout en rafale, il y a des grosses rafales. Ouais, je crois qu'encore une fois, je crois que c'est 44 nœuds le max à peu près. J'ose pas prendre mon deuxième riz, en fait j'ai pas assez anticipé. Je suis J2, un riz dans la grand voile. Et là du coup, le bateau est très gité, il y a toujours de l'eau sur le pont. Le bateau est tellement gité qu'il n'y a pas vraiment d'endroit où on est bien. Faut imaginer que c'est plus de 35 degrés de gîte. Donc c'est vraiment une montagne, quoi. Comme si on était à flanc de montagne. Sauf que ça bouge. La mer de face, un bateau rapide, donc c'est vraiment... Je suis quasiment tout le temps assis. Même quand je suis dans le cockpit, je m'assois par terre et je me tiens des deux mains parce que c'est trop violent. Nous, on commence à s'y habituer, mais n'importe qui se demanderait ce qu'on fait sur une machine à laver pareil, quoi. Donc chaque mouvement est un peu calculé, je regarde où je mets mes mains, je m'accroche. Je suis content d'avoir beaucoup navigué sur ce bateau parce que du coup je commence à bien le connaître. Et ça c'est super important parce que vraiment l'évolution à l'intérieur elle est vraiment compliquée, quoi. Aller chercher un truc à l'intérieur c'est une mission, quoi.
Donc là, on fait du sud et on sait très bien qu'il y a un autre front qui va arriver le lendemain, qui celui-ci est le plus costaud. Donc là, on est tous en tribord à mur. Tout va bien, je suis content de mon positionnement. Je suis encore une fois groupe de tête. Et là, il y a le gros truc stratégique de ma course qui arrive. Donc là, je joue dans le trio de tête, enfin dans le top 5, toute la course. Donc il y a une intensité qui est absolument dingue. Je pense que tous les mecs sont pareils, hein, mais on lâche rien, pas un mètre. On est hyper concentré. Je vais dormir, je vais faire des siestes. Sauf que quand on est très fatigué, ça je le connais assez bien sur moi, hein. On enlève les phases de sommeil paradoxales et du coup on rêve énormément. Et on rêve éveillé. En fait, tu te mets à rêver avant de t'endormir. Et donc là, j'ai des pensées ultra bizarres qui arrivent alors que je suis éveillé. Donc j'ai encore l'œil sur la Nemo, la Carto, et en même temps, il y a des gens avec moi dans mes rêves. Enfin, c'est très bizarre, mais c'est une phase que je connais bien. Et j'ai toujours trouvé assez grisante, assez marrante. C'est-à-dire que j'ai l'impression de pas dormir. Puis d'un coup, le réveil sonne, et quand il sonne, j'ai l'impression qu'il me réveille. Alors que j'avais pas l'impression de dormir. J'avais des petites hallucinations auditives, mais encore une fois, auxquelles je suis habitué. C'est assez souvent des chuchotements ou des bruits de gens qui parlent, qui sont pas là évidemment. Souvent, moi, c'est un peu derrière mon oreille, j'ai tendance à sursauter. Et en fait, très vite, je les entends, je m'habitue. Mais bon, je les écoute pas longtemps, hein, parce que je sais que c'est quand même un bon warning sur la fatigue, donc faut aller dormir. Mais pour autant, je tiens, hein, je crois pas être trop fatigué, quoi. Je suis pas à la ramasse, je joue bien mes coups, je mange, je m'impose un rythme de sommeil quand même, hein, donc je vais dormir. Je pense qu'on est au 4e jour de course. Il y a un 3e front qui arrive. Donc pour l'instant, on a tous géré les 2 premiers fronts de la même façon. De façon classique, quoi, comme c'est écrit dans les livres. Au début, on fait du prêt. Et assez vite, je vois pas mal de bateaux qui tirent un peu la barre. Et qui, du coup, au lieu d'aller chercher le front au plus près du vent, donc en se rapprochant du vent, ils vont un peu plus vite. Mais pour moi, ils s'en écartent, quoi. Et pour moi, c'est pas la bonne stratégie. Et donc, je passe presque toute la journée à me dire pourquoi ils font ça. La seule raison que j'ai vue, c'est ils ont trouvé que le 2e front était déjà trop fort. Ils ont pas envie d'aller dans le front d'après, quoi. Donc là, tout de suite, ça allume une lumière. Est-ce qu'il faut y aller ? Est-ce qu'ils ont pas raison ? Quand tu vois Johan Richomme, Corentin Douguet, Yann Lipinski ne pas y aller, tu te dis peut-être une raison quand même. Donc là, j'avoue que je passe une journée vraiment dure. Après, c'est exactement le genre de réflexion que je suis venu chercher, quoi. Être dans le match, réfléchir à des coups, quels coups. Puis vient un peu le moment critique où mon routage il vire, quoi. Donc les conditions collent bien au routage, donc est-ce que je fais confiance à mon routage et je vire ? Ou est-ce que ça va être trop fort ? Je vais me retrouver tout seul dans 60 nœuds, je vais tout péter et je vais trop m'en vouloir, quoi. Je fais une actualisation, je vois que personne n'a viré. Ok, je me dis ok, j'attends la suivante. Autre actualisation, personne n'a viré. Merde, là je commence vraiment à douter. 3e actualisation, personne vire. Juste après, moi je vire. Je suis pas les autres. Les autres, ils sont tous en tribord à mur. Moi je vire. Je vais tout seul chercher le fond, quoi. J'attends 1 heure. Actualisation des positions. Ils ont pas viré. Donc là, quand même, grosse remise en question. Je range bien mon bateau. Je sais que ce bord-là, il va être super violent. On est en fin de journée. Le front, on va le passer entièrement de nuit. 2e actualisation, il y en a 4 qui ont viré. Donc là, franchement, je jubile parce que pour moi, le moment où ils ont viré est moins bon que le mien, quoi. Moi, j'ai fait du gain à l'ouest, donc je vais toucher le front en premier, donc je vais virer en premier. Et normalement, à mon avis, je croise devant eux, quoi, à la fin. Je croise même vraiment devant eux, et ça veut dire que je suis premier, quoi. Et là, c'est assez marrant parce qu'il y a un gros mélange d'excitation à fond.
Je sais que je vais aller dans le baston de nuit et tout. En vrai, j'adore ça, je suis quand même assez excité par l'idée. En même temps, je reste très très calme. Je trouve que c'est super important de rester calme, de pas s'exciter parce que c'est un moment où il faut vraiment être super vigilant. Et en même temps, tu essaies de te détendre et pas focaliser sur l'anémomètre qui monte parce que sinon, tu vas faire que ça, tu vas stresser quoi. J'ai mon J2 qui est prêt, mon J3 qui est prêt. Les voiles sont roulées de la bonne façon pour que surtout elle ne puisse pas se dérouler. Le pont est rangé. J'ai de la bouffe dehors, un thermos de thé. J'avais tout écrit ça. Qu'est-ce que j'ai dans mes poches? Est-ce que j'ai une frontale? Où est ma frontale de spare? Et en fait, je me retrouve dans un front où, je sais plus, je crois que de mémoire, je passe 8 heures dans plus de 30 nœuds et une bonne heure dans plus de 40. J'avais jamais navigué dans des conditions aussi grosses. J'avais jamais rencontré autant de vent pendant aussi longtemps, surtout ça. Je suis content, je me rends compte que je vais vite par rapport aux autres. Sur toute la nuit, je fais une moyenne de 13 nœuds 7, je crois, donc quand même rapide dans un front. Avec des pointes à plus de 15 nœuds à 70 du vent, quoi. Et en fait, je suis dans le même état d'esprit que le front qu'on avait passé dans 25 nœuds avec Kevin à l'entraînement. Parce que, je suis dans le même état de contrôle parce que, en fait, je me suis juste beaucoup mieux préparé, quoi. Donc je passe J2 de riz, donc je suis même pas à la configuration minimum du bateau, mais je trouve que le bateau il est super bien, il est très rapide. C'est absolument invivable, hein. J'ai pas un endroit pour me coucher. Je peux pas mettre le nez dehors sans me prendre vraiment des germes d'eau fortes quoi, qui font presque mal dans la tronche. Envoie du pâté avant d'en faire un verre. Je pense que les gens normaux me verraient faire ça et me diraient que je suis fou. J'avoue qu'il y a 2-3 fois où en fait je prends un peu conscience de ce que je suis en train de faire et tu te dis je suis dans 45 nœuds, le bateau sur la tranche à 15 nœuds, dans une mer, tu regardes autour de toi, tu te dis mais je suis au milieu de la tempête quoi. Et ça, j'avoue que il y a des fois ça me grise et j'ai lâché 2-3 hurlements de joie en fait sur le bateau. À me dire, c'est un truc de dingue d'être là quoi, je suis trop content, donc j'exalte. Le vrai plaisir, c'était surtout la course, quoi. De voir que j'étais devant. Enfin, franchement, encore une fois, autour de moi, il y a des mecs qui m'ont fait rêver, quoi. Enfin, j'ai suivi toutes les courses de Johan. Quand il gagne la solitaire, j'étais à fond. Quand il gagne le dernier homme, j'étais à fond. Pour moi, c'est des mecs qui sont intouchables, quoi. J'ai suivi tout le dernier Vendée Globe avec ses analyses météo. Enfin, c'est un truc de dingue, quoi. Parfois, j'hallucine d'être à ce niveau de performance, quoi. Il y a plusieurs choses pour essayer de préserver le bateau dans ces conditions-là. D'abord, je voulais absolument le faire naviguer très JT, pour jamais qu'il retombe à plat dans les vagues. Donc il tombe sur la tranche, et c'est comme ça qu'il souffre moins. Et après, pas être trop rapide, mais pour moi, une moyenne à 13 nœuds 7, c'était bien. Quand je reprenais un tout petit peu la barre pour avoir des sensations, elle me paraissait bonne. J'ai pas le sentiment que le bateau, il s'arrête, qu'il part en survitesse. Pour moi, tout va bien, quoi. Je regarde souvent dehors, j'ai toujours mon projecteur dans la poche. Très souvent, je vais le mettre dehors, regarder si les voiles se déroulent pas, s'il n'y en a pas une qui flappe, s'il n'y a pas un air de chute qui s'est détendu, si tout quoi, pour vraiment être en contrôle. Je me repose un peu, je suis dans le bateau, je me dis il faut absolument prendre des forces parce que ce qui arrive va être vraiment fort. Je suis très calme, j'ai déroulé ma checklist, je sais ce que je fais, je dors un peu avant le front. Il y a du stress mais je suis très content de l'option que je joue. Je joue une option déjà, je suis dans un match quoi, il y a un truc qui est en train de se passer qui est super excitant. J'émerge un peu, je me dis bon allez, on va peut-être pas non plus prendre 50 nœuds dans la banane, donc on va quand même aller s'activer un peu. Là je me lève, direct je vois qu'il y a de l'eau dans le compartiment moteur et que ça ressort par en dessous des insubs sous le vent. Donc il y a de l'eau dans le bateau. Donc je regarde un peu, tout de suite j'essaie de comprendre d'où vient l'eau. Il n'y a pas 1000 solutions, j'entends que la pompe de ballast est en route en plus. Et les guillotines de ballast étaient fermées, donc bref, j'ai rempli tout le bateau tout seul quoi, comme avant. Donc je me mets par terre, assis sur les fesses, avec le seau entre les jambes et l'éponge. Faut savoir vraiment que pour aller en bas du bateau, c'est déjà une mission quoi. Le bateau il est super penché et surtout il saute d'une vague à l'autre quoi. Donc
Donc c'est super violent. J'ai mon casque pour pas me blesser. Je me dis bon, faut absolument enlever cette eau avant que le vent fort arrive. C'est à ce moment-là que le bateau tape un truc. Je ne sais pas quoi. Donc il s'arrête net, hein, donc grosse décélération. Ça c'est mon coup de chance, hein, parce que je suis adossé à une cloison. Donc en fait il n'y a pas de mouvement de recul, je tombe pas dans le bateau, je me blesse pas. C'est vraiment assez violent, donc je sors avec ma frontale, je vois que le safran est relevé, je prends le boot, je le redescends, là vraiment bon réflexe. Je le mets au winch, je redescends mon safran au winch, clac, il se renclenche. Là j'ouvre un peu les yeux, je regarde autour de moi, je vois que rien de visible est cassé. Le safran n'a même pas eu l'air d'être cassé. Je remets le truc, je reste dehors un peu étourdi en mode oula, j'ai pété le bateau quoi. Puis le bateau il reprend sa vitesse. Et j'attends 10 minutes, un quart d'heure, il se passe rien. Et je fais un rapide contrôle du bateau, mais c'est tellement violent que franchement je peux pas aller à l'avant du bateau à ce moment-là, parce que le corps décolle du bateau, hein. On est vraiment... j'ai beau faire 80 kg qui volent dans le bateau si je vais à l'avant quoi. Et rien, je constate rien d'autre sur le coup à bord quoi. Ça m'est déjà arrivé de taper des choses dans d'autres courses. Je me souviens qu'on s'était pris un poisson lune à 15 nœuds quasiment dans un safran. Ça avait fait un bang énorme, j'avais vu le poisson lune après. Mais on regarde, y a rien quoi. Donc ça fait un gros bang, bon, ça nous arrive quand même de taper des choses. Donc en fait, je fais presque abstraction de ce choc, assez vite. Je reprends la veille, j'arrive dans le vent le plus fort, tout va bien, je suis très étonné des performances du bateau qui est vraiment super stable. Et très lancé, enfin il est facile dans cette mer quoi, c'est vraiment assez incroyable. Et j'ai trop hâte du dénouement qui va se passer le lendemain, quoi. Je suis le seul à être positionné comme ça, quoi. Donc je joue un coup par rapport aux autres. On n'est pas en train de jouer tous la même chose. Je suis convaincu d'être dans la bonne option. Je pense que je peux repasser devant. Après, il faudra pas se déconcentrer. On va jouer d'autres coups, hein, dans la course, ça va être long. Mais n'empêche que je suis en train de jouer un coup pour prendre la tête de la Route du Rhum, dont en ce moment je suis 4ème. Et bah tout ça, c'est un truc de fou, quoi. Dans la baston totale, enfin, il y a 45 nœuds, enfin c'est... Ça fait 5 jours qu'on est parti, j'ai à peine dormi, je suis à l'adrénaline totale. Enfin ouais, c'est quand même un truc de fou quoi, je m'en souviendrai toute ma vie de cette nuit. Vraiment dingue quoi. Le plus gros du front passe, le petit matin arrive. Là je me dis vraiment ok, j'ai passé le plus dur, maintenant je vais passer à la caisse récupérer les fruits de mon option quoi. Ça va être le meilleur moment de cette course, quoi. Je vais virer et puis là, je vais passer devant eux et ça va être dingue, quoi. Je vire. Environ de bord, je vois que mon safran est cassé. Donc le safran bâbord est cassé. Donc là, première alerte, je me dis, ah bah, ça c'est pas une bonne nouvelle. Tout de suite, je me dis, ok, je vais aller voir la quille, parce que je sais qu'il y a eu un choc. J'allume la caméra de quille, je vois qu'elle est bien cassée aussi. Et donc là, vraiment ascenseur émotionnel, hein. Je m'apprête à passer le meilleur moment de la course, et en fait je passe le pire moment de la course. Je mets le bateau vent arrière en me disant faut que je m'arrête et que je réfléchisse. Dans ma tête j'abandonne, je suis complètement abattu, je me dis j'ai un safran cassé, et la quille qui va me ralentir, moi je viens là pour performer. J'ai aucune envie de finir au ralenti parce que je peux pas accélérer sinon le bateau décroche quoi. Donc j'appelle tout de suite Vincent, ou j'appelle Julie, je sais plus. Julie, elle m'apporte du réconfort, et Vincent, lui, il m'engueule. Il me dit non mais le carénage de quille est pété, un safran, t'abandonnes rien du tout, tu fonces aux Açores, c'est sur ta route, tu t'arrêtes, en 3 heures j'ai réparé le bateau, tu repars, t'auras rien perdu. Et en fait, il a les bons mots, hein, franchement, il est trop fort et je suis trop content qu'il ait réagi comme ça. Je me remotive à fond. Je rappelle Julie, je dis ok Vincent il pense qu'on peut réparer, je me remotive, je repars. Je suis trop content, ça va être une belle histoire, c'est un pit stop, c'est pas grave, je suis toujours devant, ça peut le faire quoi. Donc là j'ai eu cet ascenseur émotionnel, j'ai pleuré, j'étais abattu, je suis recontent, remotivé. Je fais mon check du bateau, j'avance, cloison après cloison, j'arrive devant, et là je vois le bateau exploser à l'avant, quoi.
Ça ressemble vraiment à une grosse ampoule sur la peau, une clope quoi. Donc j'appuie dessus et là je vois que c'est de l'eau en fait. Il y a de l'eau qui est rentrée dans la coque. Je vois que la mousse elle est complètement pétée à plein d'endroits et que là-dedans il y a une grosse bulle d'eau. Et là tout de suite je me dis en fait je vais couler là. Si ça pète ça, je coule quoi. Et donc là pas de panique mais pas d'émotion non plus. Je passe tout de suite en mode ok faut sécuriser le truc parce que ça peut être grave. Je rappelle Vincent, je lui dis ok regarde, c'est délaminé à l'avant, ça a l'air d'être bien cassé. Il y a les cloisons, j'ai vu qu'il y avait des cloisons qui avaient fissuré, un renfort qui a cassé. Donc je vais sortir mes plaques en monolithique, je vais les coller, puis après je vais mettre tout le poids dessus pour que ça arrête de bouger. On est d'accord que là c'est la fin de la course quoi. Je voulais quand même qu'il me donne un avis là-dessus. Il me dit ouais Matt là le bateau il est bien pété. Fais gaffe à toi, prends soin du bateau, ramène le bateau aux Açores, puis on fait un point quoi. Donc j'appelle le sponsor, j'appelle Benoît, je lui dis bah écoute la course elle est finie je pense. Enfin là pour le coup je suis quand même un peu en pleurs. L'émotion elle arrive quoi en fait. Après avoir sécurisé le bateau etc, l'émotion commence à arriver. Je lui dis bah je suis vraiment désolé, le bateau a cassé, j'ai tapé un truc, voilà le bateau est cassé, je sais pas trop comment, pourquoi mais c'est cassé. J'étais super content de sa réaction, qui me dit bah écoute en gros prends soin de toi, sécurité d'abord et ramène le bateau puis on discute après quoi. J'ai très vite envie de prévenir tout le monde toi. De dire ok je sais que tout le monde me suit à la trace, c'est le moment du dénouement de cette option de dingue. J'avais très vite envie de dire voilà le bateau il est cassé en fait, je suis pas tombé dans l'eau, je suis pas en train de réparer, je rentre aux Açores quoi. Salut à tous. Une mauvaise nouvelle. La route d'Europe c'est fini pour moi. Là je fais cap vers Punta Delgada aux Açores pour essayer d'aller sécuriser le bateau. J'essaie de trouver la route la plus safe possible. Mais c'est vraiment pas évident vu la mer qui reste et il y a encore pas mal de vent. Je suis évidemment super déçu. Je voulais vous dire un immense merci à tous ceux qui m'ont soutenu depuis le début de ce projet. Et jusqu'à faire ce truc. Incroyable. Là il se passe un moment assez long qui est mon premier sas de décompression disons. 30 heures pour aller jusqu'aux Açores. Où au début je vais faire un peu de bateau quand même parce que il faut trouver le bon angle pour bien naviguer, pour pas abîmer le bateau. Donc je fais des routages en dégradant les polaires, en regardant, en essayant d'étudier en fait, il y a quand même un enjeu de préservation du bateau. L'architecte me donne 5 nœuds de vitesse max. En fait je me rends assez vite compte qu'à 5 nœuds le bateau il retombe à plat. Il n'est pas assez gîté, et à chaque fois qu'il tombe à plat c'est la coque qui se soulève dans le mauvais sens quoi. Donc moi mon objectif c'est de faire gîter le bateau au max, sachant que en général quand tu gîtes t'as un bateau assez puissant. Sauf que le safran qui est dans l'eau, c'est le safran bâbord qui est cassé. Donc il y a tout un équilibre à trouver sur le bateau qui est pas évident. Je vois aussi qu'il y a un autre front qui arrive, le fameux 4ème front qu'on était censé jouer à l'ouest des Açores, avec plus de 25 nœuds de vent auprès. Et ça, je veux surtout pas me retrouver dedans parce que si ça devient dangereux, je vais casser le bateau quoi. Donc j'essaie d'aller quand même assez vite vers les Açores pour m'abriter. J'avais préparé le grab bag, donc notre sac à dos avec tout le matos de survie, la combinaison de survie. Tout ça c'était prêt juste à la descente du bateau. Et j'avais eu Yann, je crois, ou je sais plus qui à la direction de course, qui m'a dit ok devant toi il y a un IMOCA, il devait y avoir Guirec soudé devant et Louis Duc derrière, un truc comme ça. Et troisième option, dans 50 000 tu seras couverture d'hélicoptère des Açores. Donc s'il se passe un truc, t'inquiète, c'est safe. Chose à laquelle j'ai répondu que la route d'Europe c'était quand même cool, si t'abandonnes tu fais soit de l'IMOCA soit de l'hélicoptère. Donc tu vois j'ai réussi à garder un peu d'humour dans ces conditions, ça l'a fait marrer, il m'a répondu bref, c'est un peu marré. Et là j'ai reçu des
centaines, je pense, de messages de soutien, mais vraiment incroyable. J'ai vraiment reçu. J'ai passé une bonne partie des 30 heures à répondre aux messages. C'était incroyable le soutien. Enfin, vraiment, c'est super touchant, quoi. De famille, de potes, de gens que je connais moins bien, vraiment de partout, quoi. Je me rends compte que les gens suivaient vachement la course et qu'ils étaient trop déçus pour moi. Et après, ben, il y a 30 heures de nav, hein, c'est quand même assez long. Plus d'une journée à attendre, en fait, une nuit à passer pour aller aux Açores. Et ça, c'était le premier sas. Très vite, j'ai compris que ça, ce serait mon premier sas de décompression. Où il fallait que je digère le fait que ça puisse s'arrêter et que j'allais abandonner, quoi. Que j'allais me retrouver aux Açores. Avec pas grand monde, à un endroit où j'aurais jamais imaginé me retrouver après quelques jours de course. J'ai l'impression d'être parti depuis 3 mois, ça a été tellement intense ce qu'on a vécu. Ça a vraiment été une course d'une intensité dingue. Et donc ça me laisse un peu KO, quoi, en fait. Je suis là dans le bateau à réfléchir, mais en même temps à pas réussir à trop bien réfléchir. Les sponsors, ils ont su mettre pas mal de pression pour la performance, pour les résultats, que j'ai toujours bien vécu. Ça m'a vraiment aidé à me surpasser, j'en suis convaincu. En revanche, j'ai toujours dit qu'il faudra aussi être là dans les coups durs, quoi. Que ce soit de ta faute ou pas, t'as cassé le bateau, faut rentrer à la maison, ça arrive. Ça fait partie du sport, quoi. Et là, si ton sponsor te lâche à la première fois que tu casses ton bateau, bah c'est que je pense qu'ils n'ont pas bien compris le sujet, quoi. La course large, c'est pas que gagner des courses, quoi. Ça peut aussi être ne pas les gagner, ne pas les finir, avoir un accident. Je savais que ça pouvait arriver et je me disais, si ça arrive, j'espère qu'ils sauront me soutenir. Et là, j'ai reçu un super soutien. Ils étaient là au rendez-vous. Benoît, il a dit tout de suite, la seule chose qui compte, c'est la sécurité. Même dans la communication. Il a dit, je veux qu'on communique sur rien d'autre que la sécurité de Mathieu et tout. Enfin, j'ai trouvé ça super positif, quoi. Et nous sommes en direct, Mathieu qui arrive dans le port. Il y a un truc trop bizarre, c'est que quand t'arrives d'une course, normalement, tout le monde te félicite et puis il y a que du positif, quoi. Et on va prendre un pare-balles chacun. Comme ça, on va lui attacher sur les filières quand il va arriver. Il va se mettre par ici environ. Là, je vois bien que mon père, notamment, il sait pas trop quoi me dire, quoi. C'est bon, bah, bravo pour le début de course, ça c'est sûr, parce que c'était dingue. Et en même temps, désolé. En même temps, c'est toujours dur de dire à quelqu'un, bah désolé, merde, je sais pas, enfin, tu sais pas quoi dire, quoi. Donc il y a cette phase un peu bizarre. Moi, je leur dis, bon, bah là, j'ai pété le bateau, quoi. Désolé, quoi. Enfin, je sais pas quoi dire. Donc, il se passe pas grand chose, en fait. On amarre le bateau. Très vite, Vincent va voir, quand même, devant. Il me dit, bah là. Franchement, je vois pas comment on répare ça, quoi. On confirmera ça le lendemain matin. Pour l'instant, on va aller dormir et puis voilà. Ça marche? À un moment. Travaille le matin, bah premier truc, on prend un petit déj puis on file au bateau, quoi. Moi, j'ai qu'une envie, c'est d'aller voir ce qui se passe, enfin ce qui s'est passé, quoi. Je mets un maillot de bain, je prends ma GoPro et je vais dans l'eau et je vais regarder ce qui s'est passé sur le bateau. À l'avant du bateau, en dessous de toute la zone délaminée, il y a un impact et il est rayé sur toute une partie. Donc, j'ai la certitude que c'est l'impact avec l'OFNI qui a cassé le bateau, quoi. Donc là, en fait, je m'enlève le doute de zut, j'ai trop appuyé dans le front et j'ai tout cassé, qui se transfère direct en l'OFNI a tout tapé. Et après, en discutant avec l'archi, bateau JT à 35 degrés, le point d'impact d'un objet flottant, il est très limpide, quoi. Je me rassure en disant, ok, je n'ai effectivement aucun regret. Mon bateau, il est solide, il n'est pas fait pour taper un truc, c'est sûr, ça le casse, mais la mer, elle lui a fait aucun mal. Donc j'étais plein de balles dans un front à 45 nœuds, et si c'est à faire, je referai. Donc ça, c'est un truc qui est pour moi et pour ma reconstruction, entre guillemets, bah super important, quoi. Parce que, encore une fois, pas de regret. Avant même d'arriver aux Açores, je reçois un texto d'Axel où il me dit j'ai cassé une barre de flèche, est-ce que tu penses que on peut prendre un morceau sur ton bateau, quoi. Je l'aurais fait pour n'importe qui, sauf que là c'est Axel, qu'on s'est rencontrés sur la Mini Transat. C'est un peu le pilier de la classe à ce moment-là. Il a fait partie de ceux qui m'ont montré en fait cet esprit mini. Ça avait tellement de sens en plus de l'aider lui à ce moment-là.
Axel il arrive, il a le genou en vrac, donc en plus il peut pas bricoler ou peu. Donc moi je me retrouve à monter dans son mât. Et notre objectif maintenant c'est faire repartir Axel quoi. Et une fois qu'Axel sera reparti, on pourra aller bosser sur notre bateau quoi. Pour le bas de combat, on a tous accéléré à donf pour qu'il puisse repartir le plus vite possible. Et à la fin on était 5 à bosser sur son bateau. On s'est bien organisé, Vincent tu t'occupes de l'élec, Mathieu il s'occupe de remettre le mât, enfin on a été super efficace. Et je crois que 12 heures après son arrivée il est reparti. C'était un moment fort quoi, tu le vois partir en pleine nuit, il repart tout Génac comme ça tranquille. À la fois moi là j'ai eu un sentiment immense de jalousie hein, franchement de me dire ah la vache il va continuer d'écrire sa route du Rhum quoi. Mais quelque part je lui suis aussi assez reconnaissant de m'avoir permis de faire ça parce que ça m'a vraiment un peu sorti la tête de l'eau. Et après en fait j'ai vécu un peu ma course par procuration avec lui. Et d'ailleurs, on y reviendra peut-être, mais quand je suis arrivé en Guadeloupe, donc il y a eu pas mal de péripéties, mais au bout d'un moment, j'arrive en Guadeloupe. Donc ça fait très bizarre. J'ai évidemment un œil sur la carto. Il y a déjà pas mal de bateaux qui sont là, des IMOCA, enfin plein de bateaux. Mais voilà, on suit, on en parle, mais en même temps, on va faire des activités comme des gens normaux qui sont en vacances en Guadeloupe. Et là, en passant, je vois tous les IMOCA qui sont là, les Ocean 50. Quelques ultimes, on passe devant le Memorial Act, donc en fait là, comme ça j'ai une sorte de bouffée de route du Rhum. C'est là où j'ai eu le sentiment le plus fort en fait de pas avoir participé à la route du Rhum. C'est ce qui est ressorti assez vite, ce qui me faisait très très bizarre. Comme si j'étais plus légitime de me balader sur les villages, enfin c'était très bizarre. Et on est revenu 2 jours de suite. Et à chaque fois ça me faisait un peu du mal. Et après, très vite, les premières arrivées ont eu lieu. Donc je suis venu assister aux arrivées. Et ça m'a fait beaucoup de bien pour le coup. De pouvoir refaire le match avec les premiers, de venir jeter Ambrogio à l'eau. Et de faire tout ça, ça m'a bien aidé à décompresser un peu tout ça. Et puis après, il y a eu les arrivées d'Axel, notamment où je suis allé sur son bateau. Quand il est arrivé, il avait écrit merci avec tous nos noms sur un t-shirt Interinvest. C'était quand même un beau symbole, le fait qu'il passe la ligne et qu'il arrive ensuite au Memorial Act sous le feu des caméras avec son t-shirt. Merci Mathieu et toute l'équipe d'avoir prêté le mât quoi. Donc ouais, c'était une jolie surprise. C'est qu'on se sent en famille en fait. C'est quand il y en a un qui a un galère, s'il y en a un autre qui peut l'aider, il le fait et la question elle se pose pas et voilà. Et ce qui s'est passé aux Açores, c'était génial, c'était hyper beau. Enfin moi ça m'a beaucoup touché, ça m'a permis d'être là aujourd'hui et ouais c'est incroyable quoi. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien, franchement, d'être là aux arrivées de tout le monde là-bas, et en particulier d'Axel. C'était une belle façon aussi pour moi de commencer ma rééducation psychologique pour repartir en course. Bienvenue à la maison à Pornichet. Aujourd'hui, il y a une belle petite tempête qui passe. On est juste à l'avant d'un front froid. Ça nous remet un peu en condition route de Rhum. Il y a 25-30 nœuds, il pleut des cordes. La période est un petit peu bizarre parce que j'ai pas de bateau en ce moment. Il est encore coincé aux Açores et pas vraiment de programme de navigation à court terme. Évidemment, comme s'il y a un sujet assez important avec le bateau qui est bien abîmé, il y a des frais assez importants de rapatriement et de chantier sur le bateau. Donc on essaye de faire les choses dans les règles et d'attendre que les expertises soient faites. Et donc tout ça prend un peu de temps. Et on reprend un quotidien en fait avec les enfants à la crèche, le rythme de la vie à la maison qui est super, hein, qui est une vie super douce, mais
Mais bah, il manque un peu un truc, quoi. Habituellement, je suis quand même très rythmé par le bateau, le projet, les échéances. Et là, c'est un peu comme si tout ça s'était mis en pause. Je pense que l'arrivée de la Route du Rhum, j'aurais quand même eu, même s'il est terminé, une phase un peu étonnante entre deux. Sauf que bah, y aurait eu cette satisfaction d'avoir terminé, et peut-être d'avoir terminé à une bonne place, ça je sais pas. Il y a des petits moments où j'ai des petites baisses de morale depuis que je suis rentré à la maison, mais j'essaie de focaliser sur le positif pour être au top quand le bateau va retoucher l'eau fin mars, j'espère. Il se trouve que là, en ce moment, on peut pas progresser via le bateau. Mais par contre, moi, je peux progresser, je sais sur quoi je peux progresser. Il y a un programme sportif qui est super intéressant. Et ça passe bien sûr par de la navigation, parce qu'il faut pas perdre la main. Et physiquement, il faut rester affûté, il faut continuer de naviguer, quoi. On va s'entraîner sur des plus petits bateaux. Et après, tout ce qu'on aura appris sur des plus petits bateaux va me servir pour me faire progresser sur celui-là, quoi. Mon objectif, c'était la performance, et là on a montré qu'on pouvait être performant. On a fait 2 podiums cette année, et là la Route du Rhum où j'étais vraiment bien positionné pendant le début de la course. Et je dois avouer que le jeu, quand on a la possibilité de jouer devant, il est quand même encore plus intéressant. Donc bah maintenant j'ai qu'une envie, c'est de retourner en course, quoi.